Le gymnase était plein à craquer, chaque banc occupé par des familles prêtes à immortaliser ce jour unique. Mon nom, Camille Lefebvre, venait de résonner dans les haut-parleurs. C'était censé être mon moment, marcher fièrement jusqu'à la scène, serrer la main du proviseur, recevoir mon diplôme et sourire pour les caméras comme les centaines d'autres diplômés avant moi. Mais alors que je faisais un pas, Monsieur Romain Lefebvre, l'homme qui m'avait élevé comme sa fille, se leva lentement dans la 4e rangée. Son regard glacé balaya la foule, puis sa voix s'éleva, tranchante comme une lame. « Tu n'es pas ma véritable fille. Je te coupe définitivement les vivres. » Un frisson parcourut la salle. Les discussions s'interrompirent net. Les portables qui filmaient le défilé des diplômés se braquèrent instantanément sur nous. Même le bébé du 3e rang arrêta de pleurer. À ce moment, j'ai senti le sol vaciller sous mes pieds, mais je me suis redressée. L'approviseur me fit signe d'avancer, un sourire figé aux lèvres, mais j'ai secoué la tête. Puisqu'on est dans la confidence des secrets de famille aujourd'hui, ai-je lancé, ma voix résonnant dans le micro. J'ai marché jusqu'au pupitre, ignorant les murmures choqués et les regards écarquillés. Madame Sophie Lefebvre, assise à côté de Romain, me fixait, le visage blême, son bébé blotti dans ses bras comme un bouclier. « Laissez-moi vous parler de la génétique », ai-je repris en ajustant le micro. Le gymnase entier était suspendu à mes lèvres, figé, le silence si épais qu'on entendait le vrombissement discret de la climatisation. Même les enfants se taisaient. J'ai sorti une enveloppe blanche de ma chemise de diplômée. Elle contenait des vérités que personne n'attendait d'entendre ce jour-là. « Tu as raison, monsieur Lefebvre. Je ne suis pas ta fille biologique. » Sa posture se fit moins sûre, son bras se décrispa. Ma mère, Pauline, me l'a révélé quand j'avais 12 ans, et elle m'a toujours rappelé à quel point j'étais aimée et voulue. Un murmure d'incompréhension traversa le public, certains échangeant des regards inquiets, d'autres pointant déjà leur téléphone pour enregistrer la scène. Mais tu sais quoi? J'ai marqué une pause, mon regard ancré dans le sien. Ce petit garçon que vous adorez tant depuis 6 mois, il n'est pas ton fils. Un raz-de-marée de cris de surprise, de jurons et de « oh mon Dieu » déferla sur la salle. Certains parents se levaient pour mieux voir, des élèves sur scène restaient figés, bouche bée. Sophie entretient une liaison avec ton frère, Frédéric, depuis plus d'1 an. Et le bébé qu'elle berce là, c'est ton neveu, pas ton fils. Les jambes de monsieur Lefebvre semblèrent céder. Il s'effondra sur sa chaise, hébété. Sophie, elle, poussa un cri étranglé et se précipita vers l'allée, bousculant les invités avec le bébé dans les bras. Le fracas des portes du gymnase claquant derrière elle résonna comme un coup de tonnerre. « J'ai les résultats ADN ici même », ai-je poursuivi en agitant les papiers. 99,9% de certitude que cet enfant est celui de Frédéric. Le tumulte explosa. Les conversations s'entrecroisaient. Les portables se levaient comme des micros. Des personnes grimpaient sur les bancs pour mieux filmer. Le principal lui-même ne savait plus où se mettre. J'ai continué, ma voix presque calme dans la tempête. « Et Sophie, si tu entends encore ce que je dis, tu ferais mieux de ranger soigneusement tes factures d'hôtel, tes tickets de bijouterie et les additions de tes déjeuners romantiques avec Frédéric. » Dans l'embrasure de la porte, j'ai aperçu la silhouette de Sophie disparaître, sa fuite alimentant encore plus la rumeur qui grandissait comme un incendie. Je me suis retournée vers monsieur Lefebvre. Son visage autrefois impassible était désormais marqué par un mélange de terreur et de confusion, comme s'il découvrait le monde pour la première fois. « Tu voulais me couper de ta vie ? Tu voulais m'humilier en public ? Tu voulais que chacun ici sache que je n'étais pas vraiment ta fille ? Eh bien bravo, tu viens de m'offrir la scène parfaite pour révéler ta véritable vie. » La foule était en délire. Certains filmaient sans cligner des yeux, d'autres discutaient à voix haute, incapables de détourner leur attention. Les enseignants, plantés le long des murs, ne savaient pas s'ils devaient intervenir ou rester spectateurs de ce drame familial hors norme. J'ai rangé les résultats ADN dans ma chemise, puis j'ai marché dignement vers la table des diplômes.
La proviseure, Madame Joly, m'a tendu mon diplôme, la main tremblante. Félicitations, mademoiselle Lefèvre, a-t-elle murmuré. Merci, ai-je répondu avec un sourire, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. J'ai pris la pose pour la photo officielle. Le flash a crépité, immortalisant le contraste entre la tradition du diplôme et le scandale qui venait d'éclater. Dans mon dos, j'ai entendu la voix brisée de monsieur Lefèvre crier « Camille, attends, nous devons parler !» Mais je ne me suis pas arrêtée. Je ne me suis pas retournée. J'avais passé 18 ans à attendre son approbation, son amour, son respect. Et aujourd'hui, il venait de me libérer de ce besoin d'une façon qu'il ne pourrait jamais effacer. En sortant du gymnase, le soleil m'aveugla un instant. L'air frais de juin me frappa au visage, contrastant avec l'atmosphère lourde et électrique que je venais de quitter. Dans le parking, tout était calme. Les familles étaient encore à l'intérieur, captivées par l'onde de choc que j'avais laissée derrière moi. J'ai retrouvé ma vieille Clio bleue, posé mon diplôme sur le siège passager et retiré ma toque de diplômé. Dans le rétroviseur, j'apercevais déjà les premiers curieux sortir en courant, téléphone collé à l'oreille, répétant ce qu'ils venaient de voir. Je souriais. Qu'ils parlent, qu'ils partagent. J'étais enfin libre. Le trajet jusqu'à mon petit studio me sembla à la fois bref et infini. Les souvenirs défilaient sur les 15 minutes de route, comme un film dont j'étais l'héroïne malgré moi. Je revoyais Pauline, radieuse, m'accueillant à la maison alors que j'avais 2 ans. Les photos qu'elle me montrait de nous deux, elle souriante, moi agrippée à sa robe, et monsieur Lefèvre en arrière-plan, le regard déjà distant, le corps figé comme pour une photo de profil LinkedIn. Pauline rendait la vie douce, légère, pleine de rires et de petits rituels. Chanter faux en préparant le dîner, transformer le salon en cabane un jour de pluie, inventer des trésors lors des courses. La maison sentait toujours la vanille et les fleurs fraîches, parce qu'elle voulait que notre foyer soit un refuge. Romain, lui, était un étranger sous notre toit. Il ne participait jamais vraiment, se contentant de vérifier mes résultats scolaires comme un patron examine le rendement de son employé. J'ai senti cette différence grandir avec l'âge. Alors que mes amis racontaient leurs moments complices avec leur père, moi je rapportais des silences, des discussions factuelles et des « bien ». Continue comme ça. Comme un bulletin trimestriel, Pauline a compensé pour 2 en m'offrant tout l'amour qu'elle pouvait. Elle venait à chaque kermesse, chaque compétition de gymnastique, même si je finissais dernière. Elle criait mon nom comme si je gagnais une médaille d'or. Elle faisait de chaque petite victoire un exploit, de chaque échec une leçon. Mais à mes 14 ans, tout s'est effondré. Elle avait commencé à se fatiguer plus vite, à s'asseoir souvent en repliant la main sur son ventre, à sourire pour masquer la douleur. J'entendais les chuchotements à la cuisine, les visites de plus en plus fréquentes du docteur Leroy, et puis un soir, elle n'est pas rentrée de l'hôpital. J'étais à son chevet quand elle m'a serré la main pour la dernière fois, sa voix faible, presque un souffle. « N'oublie jamais, ma chérie, tu as été désirée, tu es aimée. » Ces mots sont gravés en moi. Aux funérailles, monsieur Lefèvre a pleuré de vraies larmes, des sanglots qui secouaient ses épaules. J'avais cru qu'on partagerait notre peine. Mais quand j'ai posé ma main sur la sienne, il l'a retirée comme si ma présence le brûlait. La maison est devenue glaciale après ça. Les dîners se passaient dans un silence oppressant. Pauline avait laissé un vide immense, un écho dans chaque pièce. J'essayais de meubler le silence, de parler de l'école, des amis, de tout ce qui pouvait le ramener vers moi. Mais Romain hochait simplement la tête, le regard ailleurs, comme s'il attendait que le repas se termine pour se réfugier dans son bureau. 6 mois plus tard, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un. Sophie. Tout chez elle tranchait avec Pauline, cheveux lisses, tailleurs impeccables, un parfum fort comme une déclaration de guerre. Elle est arrivée chez nous avec son sourire permanent, ses compliments automatiques et son rire qui sonnait faux.
Elle me disait « Oh, tu dois être Camille », comme si elle découvrait une bête curieuse. Romain, lui, semblait revivre. Il riait à ses blagues, l'écoutait avec une attention que je n'avais jamais vue. Ils se sont mariés 8 mois plus tard dans une cérémonie minimaliste. Juste quelques collègues de Romain et 2 cousines de Sophie. J'ai mis la robe noire que Pauline m'avait achetée pour les grandes occasions. Sophie n'a pas manqué de glisser à voix haute que je ressemblais à une ado gothique, en crise. Elle a vite redécoré la maison, remplaçant les bougies à la vanille par des diffuseurs coûteux, les plaids moelleux par des coussins trop parfaits pour être touchés, les photos de Pauline par des portraits professionnels où elle posait comme une star de magazine, accrochée au bras de Romain. J'ai compris qu'elle voulait effacer toute trace de ma mère. Puis est arrivée la grande annonce. J'avais 16 ans quand Sophie a déposé sa main sur son ventre encore plat un matin et a lancé d'une voix enjouée « Nous allons avoir un bébé ». J'ai vu le visage de Romain s'illuminer comme jamais. Un bonheur pur, un éclat sincère que je n'avais jamais su provoquer. Il l'a prise dans ses bras et l'a fait tournoyer dans la cuisine, riant comme un homme libéré. J'étais là, assise à la table, la cuillère suspendue au-dessus de mon bol de céréales, figée. Cette scène m'a coupé le souffle. Pour la première fois, j'ai vu ce qu'il attendait vraiment d'une famille, et j'ai compris que je n'en avais jamais fait partie. C'est notre seconde chance, notre opportunité de tout recommencer correctement, a-t-il dit plus tard ce soir-là, croyant que je dormais. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'étais la première tentative, l'erreur à corriger. À partir de là, j'ai commencé à disparaître. Je restais tard à la bibliothèque. Je m'inscrivais à tous les clubs possibles. J'ai même trouvé un petit boulot dans une librairie du centre, tout pour éviter de rentrer à la maison et observer leur bonheur parfait. Le bébé est né un mardi de mars. Un garçon aux grands yeux sombres, Louis. À la maternité, j'ai regardé Romain pleurer de joie, en tenant le bébé, comme s'il portait un trésor fragile. Ses mots étaient doux, pleins de promesses, des mots qu'il ne m'avait jamais dits. Je suis restée dans l'embrasure de la porte, invisible, étrangère dans ma propre famille. C'est pendant ces visites à l'hôpital que j'ai remarqué un détail qui a tout changé. Frédéric, le frère de Romain, était toujours présent, plus souvent que les autres visiteurs, plus longtemps aussi. Il arrivait avec des fleurs, des cadeaux hors de prix, des sourires et des attentions étranges pour un simple oncle. Il tenait Louis dans ses bras comme s'il était le père. Une fois que j'ai vu ça, j'ai commencé à tout observer. Les regards furtifs entre Frédéric et Sophie, les conversations interrompues dès qu'un tiers entrait, les textos échangés à table. J'ai entendu Sophie prononcer son nom avec une tendresse qu'elle ne réservait qu'à lui. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans mon esprit. Ce que je craignais dépassait de loin ce que j'aurais pu imaginer. Mais il me manquait une certitude, une preuve impossible à contester. J'ai alors décidé de passer à l'action. Pour obtenir une vérité indiscutable, il me fallait un test ADN. Récolter les échantillons fut plus facile que je ne l'aurais cru. Quelques cheveux récupérés dans la salle de bain après que Frédéric ait utilisé les toilettes lors d'un dîner du dimanche. Une brosse de Romain soigneusement rangée dans la salle de bain conjugale, un biberon de Louis oublié sur le plan de travail, encore couvert de salive. J'ai placé le tout dans des sachets hermétiques. Trouver un laboratoire qui accepte de travailler avec une mineure fut plus compliqué. La plupart exigeaient la présence d'un parent ou des justificatifs légaux. Finalement, un petit laboratoire indépendant du quartier des Docks, dont la réceptionniste semblait épuisée et peu curieuse, accepta en échange d'un paiement en liquide. Les résultats seront prêts dans 2 à 3 semaines, m'a-t-elle annoncé sans lever les yeux de son écran. Vous recevrez un appel pour venir les récupérer. Ces 3 semaines furent un supplice. Chaque minute à la maison était une torture. Voir Sophie minauder devant Romain, observer Frédéric trouver toujours un prétexte pour passer.
écouter leurs conversations superficielles pleines de sous-entendus. Mes nuits étaient blanches, peuplées de cauchemars où j'entendais encore la voix de Pauline me dire « Tu es aimé » pendant que le monde autour de moi s'effondrait. J'ai failli ouvrir l'enveloppe plusieurs fois quand elle est enfin arrivée. Un jeudi pluvieux, mais un instinct me poussait à attendre, à conserver cette preuve comme une arme. J'ai glissé l'enveloppe entre les pages de Orgueil et Préjugés, le roman préféré de Pauline, celui qu'elle me lisait les soirs où j'avais peur des orages. Chaque fois que j'ouvrais mon livre, la lourde vérité dormait là, prête à éclater. J'ai attendu le moment où Romain me rejetterait pour de bon. Je savais qu'il viendrait. Je ne pensais simplement pas que ce serait le jour de ma remise de diplôme, devant toute la ville. Le matin de la remise des diplômes, l'air était lourd d'une tension presque palpable. Je m'étais levée plus tôt que d'habitude, incapable de trouver le sommeil. Tandis que j'enfilais ma robe et ma toque, j'entendais en bas la voix de Romain, plus froide que jamais. Elle n'est pas vraiment de la famille, Sophie. Il est temps qu'elle apprenne ce que c'est que la vie sans filet. Sa voix portait dans la cage d'escalier, chaque mot comme un coup de poignard. « Tu comptes vraiment faire ça aujourd'hui » soufflait Sophie, sa voix suraiguë trahissant sa panique. « Quelle meilleure occasion » répliqua-t-il sèchement. « Devant tout le monde, aucune chance qu'elle fasse une scène. Elle comprendra qu'elle n'a rien, qu'elle n'est rien. » J'étais restée immobile sur le palier, pétrifiée. Il ne s'agissait pas d'un coup de sang, il avait planifié mon humiliation. Chaque mot était calculé pour me briser. J'ai refermé la porte de ma chambre, j'ai sorti l'enveloppe de Orgueil et Préjugés et je l'ai glissée dans mon dossier de diplôme. Si c'était aujourd'hui qu'il voulait la guerre, j'étais prête. Le trajet en voiture jusqu'au lycée fut un silence de mort. Sophie pianotait nerveusement sur son téléphone, jetant des coups d'œil dans le rétroviseur, ses mains tremblantes sur le volant. Romain, lui, regardait droit devant, la mâchoire contractée comme un homme qui s'apprête à prononcer une sentence. Louis, sanglé dans son siège auto, babillait joyeusement, inconscient du drame qui se jouait autour de lui. À notre arrivée, les parkings débordaient de voitures, les familles souriantes prenaient des photos devant le bâtiment décoré de ballons et de bannières. Félicitations, promo 2025. À l'intérieur, l'ambiance était électrique. Les élèves riaient, se prenaient dans les bras, parlaient de leurs projets d'été. Mais pour moi, le compte à rebours avait commencé. Chaque seconde me rapprochait de l'instant où il dévoilerait son plan. J'étais terrifiée, mais une étrange sérénité grandissait en moi. J'avais la vérité, et elle pesait plus lourd que ses mensonges. La cérémonie avait commencé sous les applaudissements nourris des familles. La proviseure, Madame Joly, parlait de l'avenir, de rêves à poursuivre, de chemins à tracer avec courage. Les discours s'enchaînaient, mais je n'entendais rien. J'étais concentrée sur la silhouette de Romain, assis dans la 4e rangée, son visage fermé. À côté de lui, Sophie tenait de Louis, la tête baissée, ses doigts crispés sur le biberon qu'elle agitait mécaniquement. Les noms défilaient, Mélissa Laurent. Tonnerre d'applaudissements. Farid Ben Ali, des cris de joie de sa famille, venus de loin. Puis mon nom, Camille Lefebvre. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis levée, sentant tous les regards converger sur moi. Le gymnase s'est figé dans un silence solennel. C'était censé être mon moment, mon triomphe. Mais à peine avais-je fait 3 pas que Romain s'est levé lentement, comme un homme prenant la parole en conseil d'administration. « Tu n'es pas ma véritable fille », a-t-il dit d'une voix forte et glaciale. La phrase a frappé la salle comme un coup de tonnerre. « Je te coupe définitivement. Plus de soutien, plus d'aide financière. Tu es seule désormais. » Un gémissement de stupeur s'est répandu comme une onde de choc. Les portables se sont tournés vers nous, des dizaines de caméras filmant ce moment. Les élèves, figés sur scène, me regardaient avec des yeux ronds. Sophie essayait de tirer la manche de Romain, sa voix aiguë marmonnant
Pas ici, pas comme ça. Mais il l'ignorait, le regard fixé sur moi comme s'il m'écrasait de sa supériorité. J'aurais dû fuir en courant, pleurer, implorer. C'est ce qu'il attendait, ce que tout le monde attendait. Mais au lieu de cela, j'ai souri. Un vrai sourire, pas un sourire de façade. Un sourire qui disait « C'est toi qui viens de perdre ». Je me suis avancée, non pas vers la table des diplômes, mais vers le pupitre, sous les regards stupéfaits de mes camarades et de la proviseure qui agitait la main, tentant de me faire signe de continuer la procession. « Je dois dire quelque chose », ai-je annoncé en prenant le micro. Le gymnase, déjà sous tension, plongea dans un silence si absolu que le bourdonnement des néons au plafond paraissait assourdissant. Chaque visage était tourné vers moi. Même le bébé de Sophie avait cessé de gigoter. « Puisque nous partageons les secrets de famille aujourd'hui, » ai-je dit d'une voix ferme qui portait jusqu'au gradin du fond. « Il est temps que tout le monde sache la vérité. » J'ai sorti l'enveloppe blanche de mon dossier, celle que je gardais précieusement depuis des semaines. Je l'ai ouverte lentement, délibérément, le bruissement du papier semblant résonner dans tout le gymnase. « Tu as raison, Romain. Je ne suis pas ta fille au biologique. Je l'ai toujours su. Ma maman me l'a dit quand j'étais encore une enfant, pour que je n'aie jamais de doute sur le fait que j'étais désirée et aimée. » Je marquai une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. Son visage, qui affichait encore de la morgue 1 minute plus tôt, se décomposait progressivement. Mais ce que tu ignores, c'est que ton fils, le petit Louis… Un murmure parcourut la foule, des parents se couvrant la bouche, certains élèves chuchotant « non », comme dans un mauvais rêve. « N'est pas ton fils ». Le choc fut total. Sophie a une liaison avec Frédéric depuis plus d'1 an, et ce bébé que tu chéris tant, c'est ton neveu. Les réactions furent immédiates. Des cris, des exclamations, des gens qui se levaient pour mieux voir, des portables qui filmaient sous tous les angles. Les visages passaient de la stupéfaction à l'excitation. C'était un spectacle en direct, un scandale dont personne ne voulait perdre une seconde. Sur scène, mes camarades étaient figés, certains la main sur la bouche, d'autres les yeux écarquillés. Sophie, elle, avait blêmi à vue d'œil, ses mains tremblantes agrippant le bébé comme un bouclier. Elle balbutiait « non, non, ce n'est pas vrai ». En se reculant, les larmes perlant déjà au coin de ses yeux. Romain, lui, semblait avoir pris 10 ans en 1 minute. Ses épaules s'affaissaient, sa bouche s'ouvrait sans qu'aucun son n'en sorte. « Et si tu as encore un doute, ai-je continué, ma voix parfaitement stable malgré mon cœur qui battait à tout rompre. Voici les résultats ADN, preuve à 99,9% que Louis n'est pas ton fils, mais celui de ton propre frère. » J'ai brandi les documents comme un trophée. « Sophie, tu ferais mieux de ranger tes reçus d'hôtel, tes factures de bijoux et tes tickets de restaurant où tu retrouvais Frédéric pendant tes faux rendez-vous de manucure. » Un tonnerre de murmures secoua la salle, les gens échangeant des regards sidérés. Sophie, elle, n'avait plus la force de nier. Elle recula, puis tourna les talons, courant à travers les allées en trébuchant dans ses talons aiguilles. Les lourdes portes du gymnase claquèrent derrière elle, le fracas résonnant comme un coup de tonnerre qui scella la fin de son mensonge. Le gymnase était en pleine ébullition. Parents, élèves et enseignants parlaient tous en même temps, comme un essaim déchaîné. Certains montaient sur les bancs pour filmer, d'autres essayaient de se frayer un chemin vers la sortie en appelant des proches pour raconter ce qu'ils venaient de voir. Dans ce chaos, j'ai pris une grande inspiration. Je me suis tournée vers Romain, toujours assis, le regard vide, comme s'il essayait de comprendre comment son monde venait de s'effondrer en quelques phrases. « Tu voulais m'humilier ? Tu voulais que tout le monde sache que je n'étais pas vraiment ta fille ?» Ma voix résonnait toujours dans les haut-parleurs, couvrant le tumulte. « Eh bien, tu as réussi. Mais tu m'as aussi offert l'occasion de dévoiler la vérité. » Je me suis avancée vers le bord de la Seine, le dossier de diplôme fermement serré contre moi, et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Tu voulais me couper de ta vie ?
Félicitations, parce que, à partir de maintenant, je n'ai plus besoin de toi. » Les applaudissements ont éclaté spontanément dans un coin de la salle, des camarades de classe tapant des mains, d'autres lançant des « Vas-y Camille » qui couvraient presque le brouhaha. Je suis descendue de la scène, le cœur battant à tout rompre, chaque pas résonnant comme un acte de libération. Je suis allée récupérer mon diplôme à la table du proviseur. Madame Joly, le visage décomposé, me l'a tendu d'une main tremblante. « Félicitations, mademoiselle Lefèvre » a-t-elle murmuré d'une voix faible. Je me suis penchée pour la photo officielle, souriant comme si rien ne s'était passé, le flash immortalisant un instant que personne n'oublierait jamais. En quittant la scène, je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, le tumulte continuait. Des cris, des exclamations, des appels téléphoniques en direct pour raconter ce qui venait de se passer. Dans le parking, la lumière du soir tombait sur ma vieille Clio, paisible au milieu du chaos. J'ai glissé mon diplôme sur le siège passager et j'ai retiré ma toque, la posant à côté. Dans le rétroviseur, je voyais déjà des groupes sortir en courant du gymnase, certains essoufflés, d'autres riant nerveusement, tous un téléphone vissé à l'oreille. Les rumeurs se propageaient plus vite que le vent. Alors que je tournais la clé de contact, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. C'était terminé. En démarrant, je me suis dit que le monde pouvait bien parler. Je n'avais plus rien à cacher. Je n'avais plus à mendier un amour qu'on ne m'avait jamais donné. Et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment libre. Le trajet jusqu'à mon petit studio m'a semblé irréel, comme si je flottais hors du temps. Des souvenirs revenaient en rafale. Pauline me tenant la main pour traverser la rue, ses chansons improvisées quand on faisait les courses, la chaleur de ses étreintes qui me faisait oublier que Romain me regardait comme une étrangère. Quand je suis arrivée chez moi, le silence m'a enveloppée comme une couverture apaisante. J'ai posé mon diplôme sur la table basse et je me suis assise sur le canapé, le regard fixé sur la ville illuminée derrière ma fenêtre. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Messages d'amis, de curieux, de journalistes même, tous voulant savoir si ce qu'ils venaient de voir était vrai. J'ai mis le téléphone en mode avion. J'avais besoin de calme, de silence. Le vacarme du monde pouvait bien attendre. Dans le calme de mon studio, j'ai laissé les souvenirs affluer. J'ai pensé à Pauline, à la douceur de sa voix, à la chaleur de ses bras, à sa façon de transformer un banal mercredi en aventure inoubliable. Puis j'ai pensé à Romain, à son absence même quand il était là, à son incapacité à m'aimer, à ses regards qui me traversaient comme si j'étais transparente. J'ai aussi pensé à Sophie, à ses manières trop parfaites, à son rire trop forcé, et à la façon dont elle avait transformé notre maison en vitrine glaciale. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet et j'ai sorti le journal de Pauline, celui que j'avais récupéré après sa mort, mais que je n'avais jamais eu le courage de lire. Mes mains tremblaient en le feuilletant. Sur la première page, son écriture ronde et rassurante. 15 mars. Aujourd'hui, nous avons rencontré Camille à la pouponnière. Elle avait 2 ans. Elle m'a regardée avec ses yeux immenses et sérieux, et j'ai su qu'elle était déjà plus forte que je ne le serais jamais. Les larmes me montèrent aux yeux. Page après page, Pauline racontait notre vie. Mon premier mot, ma première chute à vélo, les nuits où je faisais des cauchemars et où elle me berçait jusqu'à ce que le soleil se lève. Chaque ligne transpirait l'amour, la fierté, la tendresse. Puis, au détour d'une page, une note plus grave, novembre. Je crois que Romain s'éloigne. Je le vois regarder Camille comme un étranger. Je fais tout pour qu'elle ne le ressente pas, mais je ne peux pas combler ce vide à moi seule. Et un peu plus loin, des mots qui brisèrent mon cœur. Je crains pour Camille si jamais je ne suis plus là. Je veux croire qu'il l'aimera, mais je vois bien qu'il ne sait pas comment. Je refermai le journal en le serrant contre ma poitrine, les sanglots m'échappant comme des vagues que je ne pouvais plus retenir. Je n'étais pas folle. Pauline avait tout vu, tout compris.
Elle avait essayé de me protéger même après sa mort. J'ai repris mon souffle, essuyé mes larmes, et senti pour la première fois un poids se dissiper de mes épaules. Je n'étais pas seule. Je n'avais jamais été seule. L'amour de Pauline était encore là, dans chaque ligne de son journal, dans chaque souvenir qu'elle m'avait laissé. J'ai rangé le carnet dans ma table de chevet comme un trésor, décidée à m'y replonger chaque fois que je douterais de ma valeur. Les jours suivants, les appels et messages ont continué à affluer. Des journalistes locaux voulaient des interviews, des émissions de télé me proposaient de venir raconter mon histoire sur leur plateau. Mon téléphone vibrait sans arrêt, les réseaux sociaux explosaient de commentaires. La diplômée qui a détruit sa famille en direct. La vérité éclate à la remise des diplômes. Des inconnus m'écrivaient pour me dire qu'ils trouvaient mon courage inspirant. D'autres m'insultaient, m'accusaient de cruauté. Mais je ne ressentais ni honte, ni regret. Seulement un étrange mélange de soulagement et de fatigue. Romain, lui, ne tarda pas à essayer de reprendre contact. 2 jours après la cérémonie, il attendait devant mon immeuble, assis sur les marches, l'air défait, comme s'il n'avait pas dormi depuis 1 semaine. Quand j'ai poussé la porte, il s'est levé d'un bond. « Camille, s'il te plaît. » Sa voix était rauque, désespérée. J'ai failli refermer la porte, mais j'ai entendu la voix de Pauline dans ma tête. Choisis l'amour plutôt que la colère. Alors j'ai pris une grande inspiration et dit « 5 minutes ». Nous nous sommes assis sur le muret du jardin. Le silence entre nous était lourd, mais pour la première fois, il n'était pas hostile. « Tu avais raison sur tout », finit-il par murmurer, la voix brisée. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas croire que ma vie était un mensonge. Je le regardais sans rien dire. Pendant des années, j'avais espéré ce moment, qu'il admette ses erreurs, qu'il voie enfin la vérité. Mais ce qui me frappa, ce ne fut pas la satisfaction. C'était un vide immense, comme si j'avais passé ma vie à escalader une montagne dont le sommet n'apportait pas la délivrance espérée. « Tu m'as trahi bien avant Sophie ?» ai-je répondu d'une voix calme. « Tu m'as renié chaque fois que tu m'as traité comme un fardeau, chaque fois que tu m'as présenté comme Camille et non ma fille, chaque fois que tu as détourné le regard au lieu de t'intéresser à qui j'étais. » Il hocha la tête, incapable de soutenir mon regard. « J'ai échoué, Camille. Je le sais maintenant. Je ne veux pas te perdre. Je veux réparer ce que j'ai brisé, si tu me laisses une chance. » Ces mots étaient sincères, et pour la première fois, je voyais un homme brisé, pas un père autoritaire, un homme qui comprenait enfin l'ampleur de ses erreurs. Il sortit une enveloppe froissée de la poche intérieure de sa veste. « Pauline m'a demandé de te donner ça pour tes 18 ans. J'ai eu peur de ce qu'elle y disait. J'ai eu peur de perdre le peu de lien qu'il me restait avec toi. » Je pris l'enveloppe. Mon prénom était écrit dessus dans l'écriture arrondie et réconfortante de Pauline. « Pour ma Camille, quand elle sera prête. » Mes mains tremblaient en la décachetant. À l'intérieur, une lettre de 2 pages. Les mots de Pauline étaient comme une caresse venue d'au-delà du temps. « Ma Camille, si tu lis ces lignes, c'est que tu as 18 ans et que je ne suis plus là pour te tenir la main. J'aimerais tant être avec toi aujourd'hui, te voir franchir les étapes de ta vie, entendre ton rire, essuyer tes larmes. Sache que tu as toujours été mon choix. Je t'ai choisi le jour où j'ai vu ta photo, et chaque jour après. Romain a toujours eu du mal à exprimer ses émotions, pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a peur d'aimer et de perdre. Il a grandi avec la peur chevillée au corps, peur de l'abandon, peur de la douleur. J'ai espéré qu'il surmonterait cela, mais s'il n'y parvient pas, souviens-toi d'une chose, ce n'est pas ta faute. Tu es parfaite telle que tu es. Tu as une force en toi que même toi tu ne connais pas encore. Utilise-la pour construire ta vie, pour aimer sans réserve, pour avancer sans crainte. N'oublie jamais, tu es aimé, tu as toujours été désiré et tu seras toujours assez. Je sentais les larmes couler sur mes joues alors que je lisais chaque mot. Quand j'ai relevé la tête, Romain pleurait lui aussi.
ses épaules secouées par des sanglots qu'il ne tentait pas de contenir. Il posa une main hésitante sur la mienne. « Pardonne-moi, s'il te plaît. » Son visage était ravagé, ses yeux rougis, mais pour la première fois depuis des années, il me regardait vraiment. Je pris une grande respiration. J'avais imaginé ce moment des centaines de fois, moi, froide et triomphante, le laissant souffrir comme il m'avait laissé souffrir. Mais en le voyant ainsi, vulnérable, brisé, j'ai compris que ma liberté ne viendrait pas de la vengeance, mais du pardon. Pas pour lui, pour moi. « Je te pardonne », ai-je dit simplement, la voix tremblante mais ferme. Ses sanglots redoublèrent, comme s'il avait attendu toute sa vie ces 3 mots. Le silence qui suivit n'était pas pesant, mais apaisant. Un silence de fin de tempête. « Je veux être un meilleur père », souffla-t-il entre 2 sanglots. « Je ne veux plus fuir. Je veux apprendre à te connaître, à être là pour toi, même si tu ne veux plus de moi dans ta vie. » Je pris un instant avant de répondre, choisissant chaque mot. « Je ne te promets pas qu'on redeviendra un jour une famille. Mais si tu veux vraiment essayer, alors on peut commencer, doucement. » Dans ses yeux, je vis une étincelle d'espoir. Nous restâmes assis là, sur ce muret, sans parler davantage, simplement 2 êtres épuisés par des années de non-dits, mais enfin capables de se voir l'un l'autre. Quand il se leva pour partir, il posa une main sur mon épaule. « Ma fille !» dit-il d'une voix rauque, comme s'il goûtait ce mot pour la première fois. Un frisson me traversa. Pour la première fois, il m'avait appelé ainsi. Quelques jours plus tard, un appel inattendu est arrivé. Un centre d'accompagnement pour enfants placé avait vu la vidéo de ma remise de diplôme, devenue virale sur les réseaux. « Camille Lefèvre ?» demanda la voix d'une femme chaleureuse au téléphone. « Vous accepteriez de venir parler à nos jeunes ? Votre histoire pourrait leur redonner espoir. » Mon cœur s'emballa. Peut-être que tout ce que j'avais traversé pourrait enfin servir à quelque chose. La première fois que je me suis assise devant ces enfants, dans la petite salle colorée du centre, j'avais la gorge serrée. Une dizaine de regards me fixaient, des petits de 6 ans aux ados plus âgés, tous avec la même question dans les yeux. « Est-ce que toi aussi, tu as été rejeté ?» J'ai pris une grande respiration et j'ai raconté mon histoire, sans enjoliver, sans édulcorer. J'ai parlé de Pauline, de son amour inconditionnel, de Romain et de son incapacité à aimer, des années de solitude et de doute, de la vérité que j'avais fini par dévoiler devant tout le monde. Les enfants m'écoutaient, silencieux, suspendus à chaque mot. Puis, petit à petit, ils ont commencé à poser des questions. « Tu lui as pardonné ? Tu t'es senti seule ? Tu as encore peur la nuit ?» Et j'ai répondu à tout, honnêtement. À la fin, une petite fille timide est venue me serrer dans ses bras, me soufflant à l'oreille « Moi aussi, je veux être forte comme toi. » Ces mots m'ont bouleversée. J'ai compris que j'avais trouvé ma place, ma mission. Chaque semaine, je revenais, écoutais leurs histoires, partageais la mienne, et voyais dans leurs yeux une lueur nouvelle, celle de l'espoir. C'était comme offrir un peu de la lumière que Pauline m'avait donnée, un morceau de sa force et de son amour. Au fil des mois, ma vie trouva un nouveau rythme. Entre les cours de psychologie que j'avais finalement intégrés, les séances au centre et les soirées passées à relire les journaux de Pauline, je sentais mon cœur se réparer, morceau par morceau. Un soir, alors que je rangeais mes affaires après une session au centre, la directrice m'interpella. « Camille, tu as un visiteur. » En sortant dans le couloir, je trouvai Romain, debout, tenant maladroitement un sac en papier. Il avait l'air nerveux, comme un adolescent venant s'excuser. Je ne savais pas quoi apporter, balbutia-t-il en me tendant le sac. À l'intérieur, une boîte de biscuits sablés, ceux que Pauline et moi faisions ensemble. Je relevai les yeux vers lui. Il souriait timidement. J'ai retrouvé la recette dans ses affaires. Je me suis dit, peut-être qu'on pourrait en refaire ensemble un jour. Pour la première fois, ce n'était pas une manœuvre, pas un geste d'orgueil, c'était un vrai pas vers moi. Un jour, peut-être,
ai-je répondu doucement, la gorge serrée, mais le cœur apaisé. En rentrant chez moi ce soir-là, je compris que le pardon n'était pas un cadeau qu'on offrait à l'autre, mais une clé qu'on se donnait à soi-même pour avancer. Je n'étais plus la fille adoptive qui quémandait l'amour. J'étais Camille Lefèvre, la fille de Pauline, une jeune femme libre de choisir sa vie et de construire sa propre famille, un sourire sincère aux lèvres. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un colis anonyme. À l'intérieur, un album photo soigneusement relié, rempli d'images que je n'avais jamais vues. Moi, bébé, dans les bras de Pauline, riant à gorge déployée. Moi, à 3 ans, aidant à planter des fleurs dans notre jardin, le visage illuminé par le soleil. Moi, à 5 ans, déguisée en princesse, entre Pauline et Romain, souriante comme si je possédais déjà le monde. Au dernier feuillet, un mot écrit d'une main inconnue. Ta mère gardait ses souvenirs près d'elle. Elle les regardait chaque soir avant de s'endormir. Elle voulait que tu saches combien tu étais un rayon de lumière dans sa vie. Je refermai l'album en serrant le cœur. Peu importe d'où je venais, j'étais aimée. Et cela suffisait. Debout dans mon appartement, entourée de mes livres, de mes souvenirs et de mes projets, je me sentais enfin chez moi, libre, entière, prête à écrire le prochain chapitre de ma vie. Alors si toi aussi, tu as été rejeté, après avoir tout donné, si on t'a trahi, effacé, utilisé comme un objet, puis abandonné comme si tu ne valais rien, ce récit est pour toi, pour celles et ceux qu'on a laissés dans l'ombre alors qu'ils portaient tout sur leurs épaules. Si mon histoire résonne en toi, clique sur « J'aime », abonne-toi à la chaîne et raconte-moi dans les commentaires d'où tu me regardes. Parce que parfois, la plus grande force, c'est de se relever en silence et de reprendre sa place sans demander la permission à personne.